Un immense plaisir de toujours vous savoir fidèle à Bénin Business V4. Bonjour, bienvenue sur l'émission Week Eco. Le Bénin était au marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa 2020. C'était du 7 au 14 mars. Le Massa, l'un des plus grands festivals du continent, qui réunit chaque année plus de 2000 festivaliers. L'édition 2020 a connu une forte participation des troupes artistiques béninoises. Elles étaient une dizaine, soutenues par une association de journalistes culturels béninois. Ces professionnels des médias ont suivi de près toute l'actualité de nos ambassadeurs culturels. Quelle appréciation font-ils des performances du Bénin au Massa 2020? Ont-ils été séduits par leurs prestations? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la participation du Bénin au Massa pour les prochaines éditions? Deux confrères seront dans une quinzaine de minutes sur ce plateau pour échanger avec moi sur toutes ces questions dans Décryptage. Et puis, en dossier de la semaine, l'actualité du moment nous oblige à faire appel à un économiste pour parler du coronavirus. Mais cette fois-ci, il va nous entretenir sur le business qui se développe de plus en plus autour de la lutte contre la pandémie à Cotonou et comme ailleurs. La période du Covid-19 est-elle une occasion pour faire de bonnes affaires? L'invité de Rodrigue Babaguito nous en dira davantage dans le dossier de la semaine. Voilà la quintessence de votre émission Week Eco de ce dimanche 5 avril 2020. On démarre avec Nadège Omolalisani. C'est elle qui a la charge de nous présenter le mini-journal. Je vous retrouve juste après. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Eco. Pour éviter la propagation du coronavirus, le gouvernement a pris des mesures dont l'interdiction de circulation des transports en commun sur toute l'étendue du territoire national. Rodrigue Blondoumé et Émeric Okupeli ont fait le tour de quelques parcs. Reportage. Jour J pour la mise en application des mesures préventives prises par le gouvernement. Nous sommes ici au parc du transport en commun de Saint-Michel, autrefois archi-comble. Voici l'image qu'il présente aujourd'hui. Une image inhabituelle d'un parc presque vide de conducteurs d'usagers. Et pour cause, le coronavirus s'invite dans le quotidien de ces conducteurs qui ont largement respecté la mesure liée à l'interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes. Ce que je vois, les transports en commun sont vraiment suspendus. Et tous les transporteurs, tous les chauffeurs ont respecté les règles du gouvernement. J'ai souvent dit, la maladie n'a pas de prix. Et on devait faire un choix entre le mal et le pire. La mort ou la vie. Donc nous avons fait un choix. C'est pourquoi nous avons supporté le gouvernement. Un respect observé également ici, à l'arrêt bus du marché d'Antokpa, communément appelé Sofla d'Auto. Pas d'affluence, encore moins de bouchons, comme d'habitude. Les quelques minibus garés ici sont vides. Lorsque quelqu'un te dit « va te laver », ce n'est pas pour manger ta chair. Donc si le gouvernement aujourd'hui a décidé de prendre des mesures, c'est pour nous protéger en premier. Ça, c'est l'idée du départ. Donc si on commence par voir les choses comme ça, je pense que nous pourrions s'adapter à ces conditions qui ne sont que passagères. Donc ces mesures-là, c'est difficile pour nous tous, mais on doit se conformer à elles afin d'avoir une vie après le Covid-19. Du côté d'état civil, la limitation à 3 au maximum du nombre de passagers n'est pas sans conséquence.
on savait déjà que s'il faut respecter les mesures, on ne pourra pas prendre 3 passagers derrière. Et plus, lorsque nous nous sommes assis avec les nôtres, on a décidé de maintenir les anciens tarifs. Une décision difficile à vivre selon les acteurs qui en font leur revenu journalier dans ce secteur. Mais nous nous confions au Seigneur parce que c'est vraiment brusque. Bon, comme c'est le gouvernement, nous avons sensibilisé nos gardes de respecter. Et on va attendre si le gouvernement pouvait accompagner ça. Une seule question taraude les esprits des habitués des transports en commun. À quand la fin de cette situation? Mais bien malin qui pourrait répondre. Parlant toujours du transport, la suspension des transports en commun a affecté les activités de plusieurs citoyens et même le coût de la vie. Une équipe de notre rédaction a promené sa caméra au marché d'Antokba. Voici le compte rendu de Junis Setonji et Marianne Bossemili. Rue déserte, circulation fluide, devanture des boutiques presque vides. Voilà ce à quoi ressemble le marché d'Antokba depuis ce lundi 30 mars 2020. Et pour cause, les mesures de protection contre la Covid-19, en l'occurrence la suspension des transports en commun. Une situation qui affecte les activités, à en croire ce citoyen. J'ai quitté Port-Nouveau pour venir à Antokba. Je suis venu en taxi. Ça m'a coûté très cher. Avant, je prenais pour 500. Maintenant, j'ai pris aujourd'hui, j'ai pris à 2000. Il y a deux devant. Un devant, ils m'ont dit 2000. Je n'ai pas le choix. Quand tu prends le taxi, tu descends, tu dois possiblement le prendre un Zempou. Bon, le Zempou aussi est cher. Quand tu veux quitter ton corps pour aller quelque part, si tu étais à 100 francs, on te dirait 300. Parce que c'est les bus qui amènent les clients et eux trouvent un peu. Maintenant, comme il n'y a pas le bus, il n'y a pas les taxis, donc eux ils profitent pour augmenter le prix. Du côté des commerçants, le constat est le même. La suspension des transports en commun affecte aussi bien le coût actuel du transport de leurs marchandises que leur chiffre d'affaires. Mais l'humeur n'est pas au bon fixe pour une interview. Seul Patrick a accepté nous faire part de son constat. Je suis là ce matin, c'est pour faire les achats. Malheureusement, il n'y a personne dans le marché et encore les choses sont chères, trop chères même, trop chères. Quand tu demandes que c'est pour le coronavirus. La suspension des transports en commun, comme d'autres mesures de protection contre la Covid-19, n'est pas sans effet sur la population béninoise. Hors caméra, les langues se délient. Le prix des denrées alimentaires aurait augmenté et les déplacements des personnes et des biens avec les taxis-motos coûteraient plus cher qu'à l'accoutumée. Des conséquences pesantes, mais face à la nécessité de préserver la santé, le choix est vite fait. Depuis lundi dernier, les élèves et étudiants sont aussi mis en congé de Pâques conformément au communiqué du gouvernement. Perspective Tossa est allé faire le constat. Portail ouvert, mais les salles de classe vides. Aucune présence d'étudiants à l'École nationale d'économie appliquée et de management. La décision du gouvernement est respectée à la lettre. La directrice de la prestigieuse école s'improvise guide de l'équipe. Elle nous fait faire le tour de l'école en signe de confirmation de la fermeture des classes. Nous avons mis en congé tous nos étudiants. À compter de ce jour, ils ne sont plus à l'école. Ils sont en congé officiel de 2 semaines pour nous conformer aux instructions données sur le plan national. Les salles de cours sont vides, puisqu'il y en a qui disent qu'ils sont venus pour les études. On dit non, il n'y a pas d'études. Ils n'ont qu'à rester à la maison, confinés, tel que c'est prévu. À l'instar de l'ENEAM, les collèges d'enseignement général, eux aussi, se sont pliés à la décision du gouvernement. C'est le cas ici, au collège d'enseignement général Ruiho, où les élèves congédiés brillent par leur absence. Il était prévu qu'ils soient en congé de Pâques à partir du 10 avril pour revenir le 23. Ils sont partis plus tôt, le 30, aujourd'hui, vous venez de constater, pour revenir le 14. On se conforme à ce que le chef d'État a décidé, le gouvernement a décidé. Mise en congé forcée des apprenants, mais pas du personnel administratif.
Ils continuent leurs tâches quotidiennes dans le respect des mesures préventives élémentaires. Et nous autres, en tant qu'agents de l'école, agents personnels administratifs, personnels enseignants, nous ne sommes pas en congé. Nous avons du travail, nous sommes au boulot depuis le matin et nous allons suivre les instructions jusqu'à la fin, puisque c'est dit que nous devons observer 1 mètre de distance entre nous. Nous avons des réunions qui sont prévues et la salle de conférence est en train d'être mise en forme pour prendre en compte toutes ces instructions-là d'écart de 1 mètre entre les différents participants. Et nous avons essayé de mettre quand même sur place au niveau de l'école un endroit où on peut se laver les mains. Ça, on le faisait déjà avec nos étudiants avant la mise en congé. Et le personnel administratif doit poursuivre ça. Et au niveau de nos toilettes, ainsi de suite, nous avons pris un certain nombre de dispositions en ce moment. L'administration est réduite au service minimum. Cela veut dire que nous ne sommes pas nombreux et chacun dans son bureau. Et nous avons les dispositifs de lavage de mains. Moi, j'ai mon gel qui est sur ma table. Les cours primaires ne sont pas du reste. Habituellement, cette école grouille d'élèves. Mais aujourd'hui, seul le gardien marque sa présence et l'école inaccessible. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Wikeko continue avec Patrick Adjagbodjou. Merci à vous, Nadège Omoladissani. L'émission Wikeko se poursuit. À présent, je vous invite à suivre la revue de presse économique. Elle porte la signature de Amandine Aliamwosu. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue de presse économique de Wikeko. Plusieurs sujets ont meublé les quotidiens cette semaine et c'est le quotidien de service public La Nation, dans sa parution du jeudi 2 avril 2020, qui nous informe que l'autorité nationale de lutte contre la corruption va céder place à un haut commissariat à la prévention de la corruption. Le projet de décret portant transmission du projet de loi a été adopté en Conseil des ministres de ce mercredi. Selon le journal, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption sera une institution de prévention et de dénonciation pour soutenir les actions dans un format qui en privilégie l'efficacité. Fraternité titre lutte contre la corruption, l'ANLC remplacée par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Le quotidien de Ménotin annonce que le nouveau projet de loi vise la bonne gouvernance pour davantage d'impact. Selon le quotidien La Priorité, le président de la République préfère l'efficacité aux dénonciations spectacles. Le changement de dénomination découle aussi de l'option de confier désormais cette mission à une personnalité de grande réputation morale et professionnelle. La digitalisation s'impose désormais dans les opérations foncières. La plateforme e-notaire est opérationnelle. C'est ce que titre La Nation. Mon confrère poursuit dans ses colonnes que cette plateforme va faciliter les formalités de transfert de propriété. Les notaires peuvent donc désormais avoir des informations analytiques sur le domaine objet de leur prestation à 5 000 au lieu de 10 000 francs CFA. L'information est renchérie par Fraternité qui met beaucoup plus l'accent sur les innovations induites par cette dématérialisation. Pour Matin Libre, c'est une aubaine pour les notaires qui peuvent obtenir satisfaction dans un délai de 72 heures. L'autre information qui a fait le chou gras des journaux cette semaine est la crise sanitaire liée au coronavirus. Une crise qui ne fait pas seulement que des malheureux. Le quotidien du service public s'est penché sur les opportunités d'affaires pour les artisans en ce temps de la propagation de la pandémie. Cette crise mondiale n'engendre pas que le chaos dans le secteur commercial. Pour lutter contre la crise, certains artisans proposent des articles qui leur permettent de gagner un peu d'argent. Il s'agit entre autres des cache-nez et de la fabrication de dispositifs de lavage des mains. Un service qui permet à ces hommes et femmes de faire leur chiffre d'affaires. Et parlant toujours des équipements médicaux, le groupe Aris met à la disposition
du gouvernement des masques, des vêtements de protection, des thermomètres et des flacons de gel hydroalcoolique pour contribuer à la pénurie observée dans la riposte contre le coronavirus, ce qui amène Fraternité à titrer dans sa parution du 31 mars Lutte contre le Covid-19, le groupe Arise, un partenaire de taille pour le gouvernement. La même information est relayée par le quotidien Le Meilleur qui parle du don du milliardaire Jacques Mac à l'Afrique pour lutter contre le Covid-19. Le journal précise que ce matériel vient pour appuyer le gouvernement dans sa démarche. Finissons maintenant avec Le Matin qui s'intéresse à l'installation de l'unité de gestion du projet régional d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel. Selon le journal, c'est un projet qui vise l'accélération de la réalisation des droits et du plein potentiel des jeunes pour enclencher les bénéfices du dividende. La presse du jour parle du démarrage effectif des activités du projet Suède-Bénin et précise que l'équipe dirigeante s'est démarquée en s'appropriant les documents du projet au lendemain de son installation. Fin de cette revue économique. Merci de votre attention. Merci à vous, Amandine Niaboussou, pour la revue de presse économique. À présent, le plateau décryptage. Marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa 2020. Plus de 40 pays ont pris part à cette plateforme culturelle. Le Bénin y était. Chanteurs, musiciens, danseurs professionnels ont offert aux festivaliers la richesse des arts et cultures du Bénin. Accessoires vaudou et récades se sont aussi donné rendez-vous pour vendre le patrimoine béninois sur différents paliers. Pour décrypter la participation du Bénin au Massa 2020, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux confrères qui ont été témoins de ce moment culturel à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai sur ce plateau, comme je le disais, Josué Merfouenou, journaliste au quotidien La Nation. Bonjour Josué. Patrick, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de BB24. Et en face de vous, Josué Merfouenou, nous avons un autre journaliste, acteur culturel, spécialisé dans toutes les questions culturelles. Eman Kwadio Pokamé, bonjour. Bonjour Patrick. Je rappelle que vous êtes journaliste au service de production de la Radio Nationale. Du Bénin, oui. Tout à fait. Bonjour à nos téléspectateurs. À nos téléspectateurs. Je rappelle que c'est la première fois que nous vous recevons sur ce plateau. Et ça sera très souvent. Très souvent. Le Bénin, pas comme le passé, était présent à l'édition 2020 du marché des arts, du spectacle d'Abidjan, Massa. Vous y étiez également. Vous êtes des témoins vivants de ce moment culturel. Ma première question à vous deux, qu'est-ce qui vous a séduit d'abord dans l'organisation de ce moment culturel à Abidjan, Josué? Merci Patrick. Par rapport à l'organisation, je pense que le Massa a quand même une certaine tradition. Cette année, c'était la 11e édition et vous savez que c'est une biennale pas comme les autres parce que c'est une industrie impressionnante qui est déployée du point de vue de l'artillerie technique, des artistes, de la mise en place et de tout le reste. Donc déjà, il faut dire que cette année, la participation a quand même été un tout petit peu perturbée par la pandémie du moment, oui. Le coronavirus. Mais malgré cela, je pense que le Massa 2020 était une très belle fête. Toutes les troupes qui y étaient ont donné, je crois, le meilleur d'eux-mêmes. Donc, vous parliez tout à l'heure de l'organisation. Je pense que du point de vue de l'organisation, cette année, comme les années précédentes, il y a quand même eu un effort important qui a été fait. C'est vrai que pour un événement comme celui-là, il y a forcément quelques ratés. C'est arrivé qu'il y ait quelques soucis techniques, quelques soucis par rapport à la mise en place avant les spectacles. Mais en général, je pense que, comme à ses habitudes, le Massa c'est bien déployé du point de vue de l'organisation. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à redire. Merci. On retient de ce propos, de votre réponse à ma première question, Massa 2020, beaucoup d'efforts, quelques ratés.
et à améliorer. Vous êtes d'avis? Voilà, une belle fête à l'arrivée. Oui, ça a été un succès. C'est près de 2000 personnes qui se côtoyaient au quotidien. Oui. Ce sont au moins 258 spectacles qui ont été présentés. Il y avait 42 pays invités, 41 pays étaient là, dont des pays comme Taïwan. Oui. C'était donc tout le monde entier qui s'est donné rendez-vous en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On croyait que c'était un spectacle, c'était un marché africain, oui. mais contrairement à cela, c'est tout le monde entier. À votre arrivée, qu'est-ce que vous avez constaté en termes d'organisation, architecture, la stratégie mise en œuvre? Déjà, c'est la maison de la culture qui m'a impressionné, moi, parce que c'est une belle bâtisse, c'est au bord de la lagune. Et puis, il y a même une salle de spectacle qui a le pied dans l'eau directement. Ah, okay. Et il y avait beaucoup de salles. Et ce qui est intéressant, c'est que ces salles portent des noms des acteurs culturels, oui, qui sont déjà décédés, qui sont toujours vivants, de la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un grand bâtiment. J'étais très séduit par la grandeur et par... je pense, il y avait vous avez senti l'expression de la culture? L'expression de la culture, et puis c'était équipé techniquement. Très bien. Je pense que c'est un grand événement, le Massa, et ça m'a tout de suite fait tiquer le bâtiment. Et parlons un peu de la prestation des troupes artistiques béninoises. Le Bénin vous a-t-il séduit? Le Bénin m'a séduit. J'étais là pour faire les reportages pour la radio nationale dans le journal Parler. J'avais un format de 1 minute 30, je ne savais pas comment il fallait le dire, mais l'élément de groupe Ochala, par exemple, je ne savais pas comment il fallait le traiter, parce que ce groupe a soulevé le public. Ils ont fait de la danse, et c'est sur le vaudou, ils ont parlé de vaudou. Et le message qu'il fallait retenir, c'est que quand on ne respecte pas les divinités, souvent elles finissent par frapper. Mais elles sont clémentes, parce que c'était une femme qui avait jeté de l'eau sur le vaudou, oui, et puis après, bon voilà, elle est morte, et puis ils ont tout fait pour la ramener à la vie. Et ils ont introduit aussi le Zangbeto, oui, qui avait le tour de magie, voilà, le danseur on le voit bouger, on enlève voilà, sa cage, on ne le voit pas. Je pense que ça fait pleurer même des Ivoiriens. Ils étaient très heureux après ce spectacle. C'est comme si on leur a fait une injection qui leur donne du bien, tout simplement. Merci à vous, Emmanuel Kouadio-Pokamen. José Merouenou, et dites-nous, elles étaient combien les troupes artistiques béninoises, et est-ce qu'elles vous ont séduit? Je crois que ça devait faire une dizaine. Il y en a qui étaient sur le IN, c'est-à-dire qui étaient invités officiellement pour être sur la représentation officielle du Massa, et il y en avait qui étaient sur le off également, parce que le Massa, c'est un peu ce brassage-là. Les troupes qui sont officiellement invitées, qui viennent, qui sont programmées, qui font leur spectacle, et il y en a qui ne sont pas sur la programmation officielle, mais qui également viennent. Et je pense que ceux qui n'étaient pas sur la programmation officielle, il y avait Laurent Ronsavi, il y avait Koudi Fagbemi, je crois que c'était les deux. Voilà, c'était les deux. Les autres étaient sur la programmation officielle. Je voudrais revenir un peu d'abord par rapport à l'organisation, pour dire que lorsque vous prenez le palais de la culture de Trècheville, et c'est ça peut-être la différence entre le Massa et les autres festivals qui s'organisent sur le continent, vous sentez tout de suite qu'il y a l'expression d'une ambition qui est affichée. Vous notez clairement qu'on veut faire de la culture un facteur de développement, et cela se ressent lorsque vous observez tout ce qui est développé autour du Massa en termes d'économie. Vous vous rendez compte que ceux qui ont pensé le Massa n'ont pas eu des ambitions à minima. Il y avait forcément une volonté de faire les choses agréables. Vous observez que le palais de la culture, comme le disait Eman, c'est une très grande bâtisse. Vous avez une dizaine, une quinzaine de salles de spectacle de différents formats. Et cela, très bien équipées. Techniquement, logistique, je pense que tout est au point, le spectateur s'y sent à l'aise, et donc cela fait que parfois peut-être en une soirée vous avez 5, 6 voire 7 spectacles qui pouvaient se dérouler spontanément, et donc le spectateur a la possibilité, la latitude de choix. Vous avez même l'embarras de choix, à savoir où est-ce qu'il faut aller, si c'est la danse qui vous intéresse, si c'est le théâtre, si c'est le spectacle. Donc vous avez la possibilité et c'est également ça, il y avait cette variété, cette diversité là dans les prestations qui ont fait que les festivaliers étaient plus ou moins satisfaits. Dans cette diversité, qu'est-ce que vous avez noté dans la prestation des troupes
béninoise? Je pense que le Bénin a vraiment fait fort au Massa 2020. Je ne sais pas comment est-ce que le casting a été fait. Je connais certaines troupes qui ont postulé mais qui n'ont pas pu être retenues. Mais pour celles qui ont été retenues, je pense sincèrement que ça a été un casting de très haut niveau. Lorsque je laisse Oshala dont parlait tout à l'heure Eman, je prends par exemple Thibaut le magicien. C'est la première fois qu'un magicien est invité sur le Massa. Depuis que le Massa existe, un magicien n'a jamais presté. Le premier qui vient, c'est un Béninois, c'est Thibaut Adotanou. Et vous imaginez, la première représentation de Thibaut Adotanou, c'était à guichet fermé. Les 4500 places assises de la salle à Noumambo étaient totalement occupées. Les couloirs, les allées, tout était occupé. C'était un public impressionnant, même si il n'a pas eu droit aux, je crois, 45 ou 50 minutes dont il devait disposer pour l'intégralité du spectacle. Ça n'était qu'une petite partie du spectacle, mais ça a été vraiment impressionnant. Et l'autre grande attraction, et je suis sûr que c'est l'une des plus importantes attractions de cette édition, c'est les Pépitas de Médé Djonou, cette troupe d'enfants de 5 à 7, 10 ans ou plus, amenés par leur coach Albert Hunga. Ça, déjà à la cérémonie d'ouverture du Massa, dès que la cérémonie d'ouverture a pris fin, que les petits étaient sortis de la salle avec leur accoutrement, la béninoise, le gobi, le agbada, tout le monde voulait faire des photos avec eux parce que c'était d'abord des enfants, c'était très impressionnant. Et en plus, dès qu'ils sont sortis de la salle après la cérémonie d'ouverture, ils ont commencé à taper les mains, à chanter et tout de suite, tout le monde... Les Amazones du Bénin, les femmes du Bénin, elles n'étaient pas représentées? Mais elles étaient représentées avec les troupes. Par exemple, quand vous prenez Ouachala, ce sont les femmes qui ont dansé, ce sont des guerrières. Vous voyez la recade, ce sont des gestes de femmes guerrières. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est le groupe Pépita, comme Joseph vient de le dire. Et il n'y avait pas de limite. À tout moment, il faisait de l'ambiance. Il n'attendait pas d'être sur le spectacle. Je me souviens, cette belle place de restauration où plein de 2000 personnes vont manger. Et vous voyez les kiosques là, les dames sont... On ne veut pas. Le groupe vient, ils prennent leur petite place là. Et puis, on sent que c'est le Bénin. Quand on entend, les noms sont là. Et puis quand je vous entends, je lis cette fierté on est fiers d'être partis. Parce qu'il y avait une délégation officielle conduite par Gilbert Deoumalé, qui est le directeur des arts, de fonds des arts et de la culture. Voilà, c'est lui qui a conduit la délégation officielle. Il était fier. Il a dit dans une interview que moi j'ai passé sur la radio nationale que toutes les troupes qui sont parties ont eu des dates. Et Thibaut a fait craquer les gens. C'était à guichet fermé. Et ce jour-là, j'ai compris que le Massa est bien pensé parce qu'il y a le Massa des écoliers. Et il y avait beaucoup de bus, je ne comprends pas pourquoi il y avait autant de bus. On sait que les enfants aiment la magie. Donc toutes les écoles d'Abidjan ont fait venir des enfants. Et les 4500 places de la salle à Noumambo étaient à Chikombe. Et Thibaut a fait 10 minutes seulement de prestation, où il a divisé une fille en deux, sur des roulettes. On faisait patiner la tête là-bas, les pieds ici. Et Thibaut était au milieu, mais la salle était raide. Les gens ont failli même perdre le souffle là, en ce moment précis là. Et il racole la dame, elle se lève, elle saute, mais il ne fallait pas voir. Avez-vous le sentiment, c'était beau. Avez-vous le sentiment de satisfaction de la participation des Béninois? Nous sommes très fiers d'avoir été là-bas, puisque déjà que c'est chez nous, on est revenu au pays. Vous avez l'accent. Mais il y a eu beaucoup de peur après le spectacle des Angbeto et de Timbo. Quand on dit qu'on est Béninois, les gens poussent... se retraitent. On devient un peu genre comme Corona, mais de façon positive, parce que ça a dégagé beaucoup de bonnes impressions. Bonne impression, vous avez... le sentiment d'une satisfaction totale de la participation des représentants béninois à cette édition? Oui, je pense que ça ne va servir à rien de chercher à pleurer sur le lait renversé. Je crois sincèrement que par rapport aux prestations, c'est vrai qu'il y a des choses à corriger. Ne nous leurrons pas, il y a des choses à corriger, mais je pense que de manière générale, par rapport à la prestation, par rapport à ce qu'on peut attendre d'une troupe qui va sur une scène comme la scène du Massa, je pense sincèrement que les Béninois ont donné le meilleur. Et je crois qu'avant de partir, ils avaient assuré qu'ils allaient donner le meilleur d'eux-mêmes. Quand ils sont partis, ils ont donné le meilleur. Je parlais tout à l'heure de Pépita. J'ai bien envie de rappeler qu'ils ont été invités par la télévision. Je crois que c'est l'une des rares troupes
président sur le Massa qui a été invité sur la télévision publique ivoirienne pour faire une prestation. Et vous imaginez que ces enfants-là ont interprété avec les tam-tams, les gons et les instruments de la musique traditionnelle béninoise. Ils ont interprété un morceau de DJ Léo, il s'appelle. Voilà. DJ Lewis? Non, pas DJ Léo. DJ Léo. Oui. En tout cas, c'était un artiste très bien armé, très bien aimé là-bas. Très bien connu en Côte d'Ivoire, très bien aimé. Je pense que cette prestation-là a davantage suscité beaucoup d'admiration en vue de cette troupe-là. Je crois que, comme Emman le disait, s'il faut parler de date, je pense que ça doit être l'une des troupes de Béninoise qui a quand même eu assez de dates. Et on ne peut pas parler de la participation du Bénin Massa et ne pas évoquer le concert de Jos Mito. Les concerts de Jos Mito. Enfin, les concerts de Jos Mito, mais le tout premier qui quand même a vraiment sidéré parce que tout le monde le connaissait, Salsero. Il était venu, on s'attendait à voir de la salsa sur scène. Il a fait de la salsa en première partie, mais en deuxième partie, quand il est revenu pour servir de la musique purement traditionnelle béninoise, ça a fait boum dans la salle. Les spectateurs étaient... Et puis il a fait un petit cadeau aux Ivoiriens, c'était un pot pourri d'anciennes chansons ivoiriennes que tout le monde connaît. Donc Jos Mito a donné une touche béninoise à ces chansons. C'était plusieurs chansons. Et puis quand il est arrivé sur Gaye Seli, éléphant yoka, allez les éléphants, on attendait que ça continue, puis il a coupé, les gens étaient magique. Malheureux, c'était magique. En tout cas c'était fort, mais on ne peut pas parler de la participation du Bénin Massa et oublier Didier Sedohana Segandé, ce garçon qui est très intellectuel. Il a fait quoi? Il a fait le théâtre. Le Bénin était présent dans presque toutes les rubriques. C'est ça qui est intéressant. Il y avait la musique moderne, le théâtre, les marionnettes. La danse. C'est formidable. Didier Nassegadé a séduit quelqu'un comme Adama Daiko qui était à son spectacle. Et non, il n'y avait pas que Adama Daiko, parce qu'Adama Daiko a la première, peut-être, mais après... Non, je crois que je sais que vous avez beaucoup à dire. Non, on ne peut pas, bien évidemment, pas tout dire sur ce plateau. Depuis là-bas, je pense qu'on a fait quand même assez de reportages pour relayer. Mais il est important, puisque nous en avons l'occasion sur ce plateau, de quand même mettre un peu l'accent sur les éléments qui ont fait la particularité de la participation béninoise. Lorsque je prends par exemple le tout grand théâtre Djogbe de Didier Nasser-Gandé qui a présenté la pièce 25 décembre, mais la pièce 25 décembre, je vous fais je vous épargne de tout ce qui a été dit de bien de cette représentation-là par ceux qui connaissent le théâtre, par les plus grands comédiens. Oui, voilà. Nous allons. Il faut ajouter que pour le journal du Massa, le Bénin était très présent aussi parce que les journalistes. Ça, c'est la part le journalistes culturels béninois qui étaient. Même nous autres qui sommes à la radio, on était obligés d'écrire des articles. Il y avait le bulletin de l'UEMOA, il y avait le journal du Massa. Là également, je pense que les journalistes béninois qui étaient partis sur le Massa ont vraiment fait parler avec de leur pays. Le Djokar, qui est, c'est un réseau de journalistes africains présidé par l'association. Vous voulez par Fortuné Sosa, présidé par Fortuné Sosa. Et c'était Fortuné Sosa qui était avec un journaliste sénégalais à la tête donc du journal du Massa. Ça a été un succès puisque le directeur du Massa a félicité tous les journalistes qui étaient là. Et le Bénin était très présent. Dites-moi une dernière question parce que nous sommes déjà presque à la fin de cet entretien. Je sens que vous avez beaucoup à dire aux téléspectateurs, à nous raconter l'ambiance, les bons moments de cet événement. Dites-nous... vous disiez tout à l'heure dans votre introduction, quand je vous ai posé la première question, vous avez dit oui, Massa, une belle initiative, mais il y a des ratés. Quels sont les autres aspects à corriger pour les prochaines éditions? En quelques mots, s'il vous plaît. Non, je pense que déjà du point de vue technique, il y a eu quelques péchés sur l'organisation et ça fait que ça a joué, par exemple, sur certaines représentations. Lorsque je prends la seconde prestation de tout grand théâtre du Bénin, par exemple, les spectateurs ont dû attendre des heures parce que la salle qui a été laissée pour cette représentation-là n'était pas vraiment adaptée. On a dû faire un replatage total. Il fallait... C'était le branle-bas. Oui, je pense qu'il faut corriger ces choses-là. Et ça a été ces choses-là. On a eu l'occasion d'attirer l'attention de l'organisation du Massa là-dessus à l'occasion de la conférence de presse de clôture. Il y a eu quelques ratés. Il y a des salles spécifiques dédiées à certains spectacles qui ont été arrachés au profit d'autres. Donc, ces choses-là sont à corriger. Maintenant, en quelques mots, par rapport à la participation du Bénin, je pense qu'on ne peut pas ne pas
mettre l'accent sur certaines mesures. Comme par exemple le soutien dont les artistes sont bénéficiaires. Je pense que c'est important d'en parler parce que si la scénographie était belle, si le costume était beau, si les prestations étaient d'une certaine facture, c'est certainement parce que les troupes ont été soutenues, ont eu le temps de bien se préparer avant de se Vous souhaitez que... On souhaite que ça se poursuive, mais que les troupes qui doivent participer, représenter le Bénin à des rendez-vous aussi importants, puissent trouver certains techniciens, certains spécialistes pour leur corriger un certain nombre de choses. Emmanuel Kouadio, pour quand même un dernier mot. Oui, le Massa, c'est un grand spectacle. Et ça a bien passé, mais il y a quelques couacs, on ne va pas tout dire ici. En tout cas, moi, je souhaiterais que l'aide vienne à point, ou plutôt aux artistes, parce que quand vous leur demandez, ils disent, bon, ils nous ont aidés malgré ce qu'ils pouvaient. Donc, c'est pas, ça murmurait, mais personne ne voulait vraiment parler. Merci. Voilà, donc, prochainement, je pense que si on les accompagne, il faut que ça vienne tôt et qu'on prévoie les choses. Ça va nous grandir. Merci. On a été grands. Merci. Emmanuel Kouadio Poukamin, journaliste au service de production de la Radio Nationale. Du Bénin. Voilà. Josué Merouinou, journaliste au quotidien La Nation. Merci. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. Au plaisir de vous revoir très prochainement pour d'autres thématiques avec beaucoup plus de plaisir. Ce plaisir que vous nous avez donné ce matin. Mesdames, messieurs, merci. Après le plateau de décryptage, c'est à présent le plateau dossier de la semaine. La pandémie du coronavirus est-elle devenue une aubaine pour se faire un peu plus de sous au Bénin? La question n'est pas anodine. À Cotonou, plusieurs vendeurs ambulants semblent avoir retrouvé un second souffle financier avec la vente des masques de protection de tout genre. C'est aussi le cas des soudeurs qui sont de plus en plus sollicités en cette période pour fabriquer des dispositifs de lavage de mains. Bref, le business autour du Covid-19 marche visiblement bien au Bénin et certains commerçants réalisent de bonnes affaires. On en parle dans le dossier de la semaine avec notre invité Barthélémy Senou. Mais avant, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre cet élément. Des masques de protection à la portée de toutes les bourses pour se protéger les voies respiratoires. C'est ce que proposent Pierrette et sa sœur. Le coronavirus est dans l'air, occasion propice pour de bons chiffres. Entre leurs mains, 3 différentes sortes de masques de protection qu'elles vendent à la sauvette. Vidion, elle a 400, elle 500. Donc, elle a dit, mi ba te ko bota elle no tolo no mi no ko afo. Kono ze joni yebo ino blon mi, kono do la sike mi no sa ya 300, amo 200 ale sa. Mi le no ko. E kono ko, e no préféré lo le rougan, de mi de sous toro filet. Avant le début de la pandémie, ce commerce leur était complètement inconnu, contrairement à Oswald. Plombier de profession, il a l'habitude de fabriquer ce dispositif de lavage des mains, mais aujourd'hui, il voit un changement à nul autre pareil. On a plus de clients qu'avant. Les gens s'en demandent beaucoup. Et même au marché, les vendeurs de plastique là, le prix des plastiques est devenu exorbitant. Ce qu'on a l'habitude de payer à 800 000 francs, aujourd'hui maintenant c'est à 1500. La demande est bien forte et lui, il en trouve plein les poches. Par jour, tu peux vendre 5, 6, 8, 10, ça dépend. Il y a des jours qui sont fructueux, ça donne, donc ça dépend du jour. Dans ce plastique-là, je l'ai pris à 3 000 francs. Englobé là, je vais me trouver à 4 000 francs sur le robinet. Donc le tout fait déjà 7 000, moi je vais vendre à 8 000. 1 000 francs de bénéfice au moins pour ce dispositif qui n'est pas le seul que fabrique Oswald. Celui-ci ne nécessite pas l'usage des mains. Mieux, il fait appel à une autre activité, la soudure. Dans cet atelier, pas de répit depuis que le lavage des mains devient une priorité dans la prévention contre le Covid-19. À notre arrivée, Joseph est occupé à en mettre un sur pied avec la participation de son plombier qui attend son tour pour se mettre à l'œuvre. Mais attends, mon nom au moins de au moins 5 000, 6 000. Si la pandémie du moment accable le monde entier,
il n'en demeure pas moins qu'elle permet à certains de garder le sourire. Le commerce autour du Covid-19 tourne. Demeurera-t-il à la fin du coronavirus? Et voilà, vous venez de le constater, nous plantons ainsi le décor du plateau dossier de la semaine. Et celui qui a la responsabilité de conduire l'entretien du dossier de la semaine, c'est Rodrigue Babagweto. Bonjour. Bonjour Patrick Adjagbodjou. Je vous laisse le plateau avec votre invité. Eh bien, on gérera le plateau ensemble, chers téléspectateurs. Bonjour. L'impact du coronavirus se fait déjà fortement ressentir. Beaucoup de malfaisance à l'actif du Covid-19, mais aussi des bienfaits, comme justement vous l'avez suivi dans cet élément. On en parle avec Barthélémy Senou. Monsieur Barthélémy Senou, bonjour. Rodrigue, bonjour. Alors, comme première question, partons de cette interrogation à la fin du reportage que nous avons suivi. Ce commerce, tel que présenté dans l'élément, perdurera-t-il même après la fin du coronavirus? Merci beaucoup, Rodrigue. Comme nous l'avons suivi dans l'élément qui est présenté, effectivement, il y a un certain nombre d'activités qui se sont développées autour de la propagation du coronavirus, du Covid-19. Je dois dire d'abord que c'est logique parce que toutes les situations de crise ont toujours constitué une opportunité pour une certaine frange donc de la population, pour un certain nombre d'entreprises. Il n'y a pas de situation de crise qui ne puisse constituer des opportunités aussi bien au plan microéconomique que macroéconomique. Maintenant, pour revenir à l'élément qui est passé, je dois dire d'abord que quand on regarde un peu les activités qui se sont développées autour de cette pandémie, il faut remarquer que c'est des activités qui développent un certain nombre de réseaux d'artisans. Vous avez des plombiers, vous avez des soudeurs, il y a ceux qui vendent les masques, de protection, tout cela. Il faut repartir à l'origine, à la nature même de la crise. Nous espérons bien, et c'est notre souhait d'ailleurs, que cette crise ne va pas perdurer. Et si nous partons sur cette hypothèse, on doit craindre quand même que ces activités qui se sont développées autour de cette crise ne puissent pas perdurer dans le temps, puisque la demande ne sera pas soutenable sur le long terme. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Oui, et comme je l'ai dit, à toute situation de crise, il y a des gens qui profitent. Donc, à quelque chose, effectivement, c'est des opportunités que les gens saisissent de façon ponctuelle. Et ils savent, vous allez d'ailleurs voir que ce n'est pas des activités qui nécessitent beaucoup d'investissement. Ils le savent même, ceux qui mènent ces activités, que ce n'est pas le lieu de faire des investissements énormes parce qu'il sera difficile de rentabiliser étant donné que le souhait de tout le monde et d'ailleurs les mesures qui sont mises en œuvre aussi bien au plan national qu'au plan international sont de nature à pouvoir contrer très rapidement donc l'évolution de la pandémie. D'accord, Barthélémy Senou, mais scientifiquement parlant, sur le plan économique, est-ce qu'il a été démontré, expliqué pourquoi est-ce que en période de crise d'office, il doit y avoir opportunité d'affaires? Tout à fait. Merci beaucoup, Rodrigue. Vous savez, je vais peut-être essayer de retracer un peu un certain nombre de situations. Le développement des activités économiques dans le marketing moderne repose sur un principe très simple. Le principe est le suivant. Vous avez, lorsqu'une crise naît, et cela entraîne d'abord un changement dans les comportements et aussi bien d'usage que de consommation. Tout à fait. Dans le cas d'espèce, nous avons le coronavirus, son développement qui entraîne dans un premier temps une limitation de la mobilité au niveau donc des populations. Bien sûr. Et qui dit limitation de la mobilité dit nécessairement changement dans les habitudes. Tout à fait. Vous avez ensuite, après cette limitation, un développement d'un certain nombre de besoins, aussi bien individuels
collectif et même au niveau de l'État. Alors, l'apparition de nouveaux besoins est de nature donc à modifier la structure de la demande. Et une modification donc de la structure de cette demande dans la logique du marketing moderne doit amener donc les entreprises à développer un certain nombre d'activités pour faire face donc aux besoins, pour faire face à la satisfaction de ces nouveaux besoins qui apparaissent du fait donc de la crise. Et donc c'est logique que dans une situation pareille, c'est pareil pour les situations de guerre. Bien Toute sûr. situation de crise entraîne nécessairement une modification au niveau des habitudes. Toute situation de crise entraîne nécessairement une modification au niveau des comportements et donc l'apparition de nouveaux besoins dont la satisfaction nécessite de la part donc des entreprises, des créateurs de richesse, des créateurs d'entreprises de richesse, donc la mise à disposition des usagers d'un certain nombre de biens et services pour pouvoir faire face donc à ces changements. Alors, création de richesse, on veut bien en faire, mais dans le même temps, il y a une certaine flambée des prix sur le marché. On l'a écouté tout à l'heure dans l'élément que nous avons suivi, une certaine hausse de certaines denrées. Est-ce que c'est seulement la fermeture des frontières qui est à la base de cela? Puisque sur le terrain, c'est les raisons qu'on nous évoquait essentiellement. La question de la flambée des prix a son explication d'abord du point de vue théorique. Vous savez, c'est des entreprises, c'est des personnes qui utilisent un certain nombre de facteurs de production pour pouvoir donc produire ces biens et services que nous avons suivis au niveau de l'élément. Alors du coup, avec l'augmentation et la variété des besoins des consommateurs, la demande de ces nouveaux biens et services va s'accroître. Or, l'économie n'était pas préparée d'avance pour pouvoir faire face à cette situation. Du coup, la demande des facteurs de production qui permettent donc de réaliser ces biens et de mettre à disposition ces différents services, cette demande de facteurs va s'accroître. Et toute augmentation donc de ces facteurs de production en absence d'un dispositif antérieur qui s'était préparé donc à faire face à cette augmentation, ça doit pouvoir entraîner nécessairement une augmentation des prix. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et vous parlez de facteurs, vous mettez quoi dedans? Est-ce que c'est les intrants qui entrent? C'est les intrants. Les facteurs de production, c'est les intrants. Tout ce que les entreprises utilisent pour pouvoir fabriquer ces biens. Vous avez vu, tout à l'heure, l'élément a parlé des plombiers et des soudeurs. Les soudeurs utilisent les barres de fer. Tout à fait. Les plombiers utilisent un certain nombre de matériel, des tuyaux, des robinets, comme ça. Tout cela est acheté sur un marché. Mais ce marché n'était pas préparé à faire face à cette hausse de la demande. Du coup, il se pose un problème de rationnement au niveau donc de la demande. La demande de ces facteurs est rationnée du point de vue donc microéconomique, ce qui fait que les prix de ces différents facteurs, dans une logique d'ajustement au niveau de l'offre qu'il y a sur le marché, ces prix doivent nécessairement connaître une hausse. D'accord, mais si ces prix connaissent une hausse, ils ouvrent quand même la porte à la malhonnêteté de certains commerçants qui voudront fixer leur prix juste comme ça, comme ils le veulent et comme ils le sentent. Oui, vous posez là en fait un autre pan du problème qui est d'abord, je vais dire, lié au comportement des acteurs sur le marché. Vous savez, comme tout le monde veut profiter quand même des situations de crise, parfois ces augmentations de prix ne sont pas nécessairement consécutives à une rareté plus aperçue de ces facteurs. Nous sommes en situation de crise, et comme l'a dit quelqu'un, nous sommes en situation de guerre. On est en situation de guerre contre un ennemi invisible. Alors, tous ceux qui sont sur la chaîne au niveau donc de la production de ces biens et services pour la satisfaction de ces nouveaux besoins vont chercher à en profiter au maximum. Étant donné d'ailleurs que tout le monde est conscient que cette crise ne va pas perdurer
le plus longtemps possible. Donc, il vaut mieux, dans une logique de maximisation de son utilité, chercher à en profiter au maximum avant que cela ne disparaisse. D'accord, on cherchera à en profiter, mais il y a quand même les populations qui en pâtissent. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir une certaine intervention de l'État pour réguler un peu? En fait, c'est là que c'est toute la problématique du rôle régalien, du rôle que joue l'État, surtout dans cette situation de crise. S'il y a un laisser-aller, et si nous fonctionnons dans une logique purement libérale, où on met de côté donc l'intervention de l'État, on risque d'aller au chaos, on risque d'aller au pire. Et dans ces conditions, il est important que l'État puisse intervenir pour siffler la fin de la récréation afin que tout le monde puisse entrer dans les rangs. Vous avez vu par exemple au niveau des masques, bien sûr, lors du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a subventionné et a imposé le prix auquel ces masques doivent être vendus dans les officines de pharmacie. Vous pouvez nous rappeler le prix? C'est à 200 francs. Dans certaines pharmacies, c'est à 500 francs. Le constat a été fait hier. Il faut dire, d'ailleurs, moi-même, je l'ai acheté dans une pharmacie hier à 500 francs. Alors, à la question de savoir, mais pourquoi vous le vendez à 500 francs? La réponse qui nous avait été servie était que les masques mis à disposition par le gouvernement ne sont pas encore au niveau des officines et que c'est les anciens approvisionnements de ces pharmacies qui continuent encore d'être écoulés jusqu'à hier. Je suppose bien qu'à partir d'aujourd'hui, on pourra accéder à ces masques au prix de 200 francs. On espère bien, mais l'élément que nous avons suivi décrivait un peu la facilité à faire des affaires dans certains secteurs d'activité, notamment la vente de masques de protection, la plomberie, la soudure. Est-ce qu'il y a encore d'autres activités qui facilement augmenteront de chiffre d'affaires par cette période de crise? Oui, absolument. Je dois vous dire que si on doit faire un inventaire donc, des différentes tranches, des différents secteurs qui peuvent bénéficier positivement de cette crise, et je vais peut-être aller au plan international d'abord. Vous savez, nous avons une économie qui n'est pas encore très développée, mais dans les grandes économies, vous avez le développement des activités qui utilisent beaucoup plus le numérique. Parce qu'aujourd'hui, avec la limitation des déplacements... Bien sûr, tout est digitalisé. Nous évoluons, en fait, je crains même que cette crise ne puisse nous conduire à la notion de tout digital. Tout digital. Parce que dans le but de pouvoir maintenir la distance entre individus et de rester connectés. Et de rester connectés, les agents économiques vont vouloir donc faire recours à des services qui utilisent beaucoup plus le numérique pour la satisfaction de leurs besoins. Je vais peut-être vous faire peut-être vous dire que dans les pays, par exemple les pays occidentaux, il y a de nouvelles activités qui se sont développées en termes de distribution. Exemple d'activité? La distribution des vivres, par exemple. Des entreprises, quand vous lisez les dernières publications dans les journaux au plan mondial, vous allez voir que les entreprises qui sont dans la distribution de biens, notamment des biens de consommation, des biens de protection, des biens pour assurer l'hygiène, la propriété, ces entreprises ont connu une hausse très importante donc, de leur activité, de leur chiffre d'affaires au cours des mois passés. Les populations sont confinées. Les populations sont confinées, obligées de rester à domicile, mais cela ne doit pas pouvoir les empêcher de satisfaire un certain nombre de besoins. Tout à fait. Alors, des intermédiaires se proposent donc de leur apporter ces biens et services, et quitte à ces intermédiaires de prendre toutes les dispositions à leur niveau sécuritaire pour ne pas assurer, pour ne pas permettre la propagation donc, du virus. Donc, il y a de ces activités-là qui vont se développer. Donc, je parlais donc des géants du commerce électronique qui vont énormément en profiter. Et vous avez les entreprises de GSM.
bien sûr, qui vont énormément en profiter également même dans le cadre du Bénin. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, à défaut de pouvoir vous déplacer pour aller et prendre des nouvelles d'un parent ou d'un ami, vous êtes obligé de l'appeler. Et c'est la consommation donc des produits des GSM qui fait que ça croît. D'accord. Et le temps qui nous est donné est pratiquement parti. Mais une dernière question rapidement, Barthélémy Senou. Alors, vu qu'on parle d'une intervention de l'État, faudrait-il pas avoir une intervention également sur le plan régional? Pour exemple, la CEMAC, entendez Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, a organisé une réunion des ministres de l'économie de sa zone pour contrôler et atténuer les conséquences aussi bien macroéconomiques de la crise sur les économies de la sous-région. Ce choix, selon vous d'abord, est-il noble? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons face à un ennemi invisible. Oui. C'est une guerre contre un ennemi invisible. Et je l'ai déjà dit dans une émission tout dernièrement, les mesures individuelles ne sont pas, à mon avis, des mesures qui puissent permettre de contrer aussi facilement cet ennemi. L'union fait la force, dit-on. Il faut plutôt des mesures conjuguées et concertées. Nous avons la chance d'avoir des espaces économiques qui, tant bien que mal, essayent quand même de fonctionner à leur manière. Tout à fait. Et si je prends le cas de l'UEMOA, à côté de l'espace CEMAC dont vous veniez de parler, l'UEMOA est apparu quand même comme étant l'une des zones économiques les mieux organisées et sur le continent africain. Et je pense personnellement que même s'il n'y a pas de tapage autour, il doit y avoir quand même un certain nombre de discussions, d'échanges entre les différents acteurs de la politique au niveau donc de l'espace économique pour pouvoir mieux organiser la riposte face à cette pandémie. Donc, espérons vraiment, comme vous l'avez dit, que l'Union économique monétaire ouest-africaine s'active pour atténuer ou contrôler un tant soit peu les conséquences macroéconomiques de la crise sur le continent, sur les économies de la sous-région. Barthélémy Senou, je crois que c'est la fin. Patrick Adjagodou, merci. C'est passé tellement vite. Tellement vite, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'espoir est permis de toute façon. Vraiment, vraiment. Patrick Adjagodou, merci. Merci à vous, Rodrigue Babagweto, pour avoir conduit cet entretien. Je rappelle que votre invité, il est un économiste, également enseignant. Enseignant à l'Université d'Abomey-Calavi, principalement à l'ENEAM. L'École nationale d'économie appliquée et de management. Merci d'être passé sur ce plateau avec celui-là qui vous a reçu, Rodrigue Babagweto. Merci à vous aussi. C'est un plaisir, Patrick. Merci. Ce sera tout. L'émission Week Echo de ce dimanche 5 avril 2020 est bel et bien terminée. Vous pouvez la suivre à nouveau ce dimanche, même à 23h. Et le lendemain, c'était le lundi 6 avril 2020 à 11h sur Bénin Business 24. Vous pouvez également suivre autant que vous voulez l'émission Week Echo sur la chaîne YouTube de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Merci à vous, portez-vous bien et à très bientôt.